Chers téléspectateurs de la LCS, notre invité pour ce numéro de Derrière le miroir est en train de passer à l'antenne en direct dans son studio derrière cette porte. Mais le micro n'est pas la seule corde à son arc. Elle est aussi passionnée de politique. Elle est chef de parti. Je ne vous en dirai pas plus. Bonjour et bienvenue dans votre émission Derrière le miroir. Bonjour Ndella. Ah, Amadou. Comment allez-vous? Ça va très très bien. La LCS est venue vous rendre visite. Ah, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Ah, j'étais en train d'animer mon émission Mandela Show. Ah, en direct? En direct, comme j'ai l'habitude de le faire tous les jours à partir de 14h. Mandela Show. Chers téléspectateurs, vous l'avez deviné, notre invité pour ce numéro de Derrière le miroir, c'est Ndella Madior Diouf. Elle est chef de parti du parti Réconciliation nationale pour l'unité africaine, RNUA. Elle est aussi chef d'entreprise. Je vous souhaite la bienvenue, Amadou. Allez, allons-y. Chers téléspectateurs de la chaîne sénégalaise, comme je vous l'annonçais tantôt, notre invité pour ce numéro de Derrière le miroir est Ndella Madior Diouf du parti Réconciliation nationale pour l'unité africaine. Bonjour Ndella. Bonjour Amadou. Ndella, je vois que vous avez une passion pour la radio. Pas seulement la radio, la télé, les nouvelles technologies de l'information, tout ce qui est communication. Et pourquoi? Bon, donc c'est après la médecine, hein. Donc j'ai d'abord démarré par la médecine, à la faculté de médecine de Dakar. Et après, en 94, il fallait faire la promotion d'une association que j'avais créée, SOS Santé à l'époque. Et une fois, on m'a invité à la RTS, le coup de foudre est né. Et puis depuis lors, je suis mariée à la radio, à la télé et à la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Et actuellement, vous avez une radio qui... Un réseau de radio. On a une radio également à Salé. On va installer sous peu à Touba. Donc, toutes les régions auront leur station de radio, couplée à des web TV. Et voilà. Donc, je suis plein dedans dans la communication. Vous n'êtes pas passionné simplement par la radio, le micro, j'allais dire. Vous êtes aussi passionné de politique. On sait que votre papa, Madior Diouf, est quelqu'un de très actif dans ce paysage politique avec son parti, le RND. Vous n'avez pas épousé l'idéologie de Cheikh Anta Diop pour aller créer votre propre parti, délaissant le parti de votre père. Avec mon père, on ne parle pas de politique à table. Donc, il fallait mon espace à moi. Et j'ai créé la Réconciliation nationale pour l'unité africaine pour ne pas le gêner. Déjà, dans son parti, il y a quelques tendances qu'on vit jusqu'à présent, ce qui est regrettable. Et pour être libre et m'exprimer correctement comme je le sens en tant que femme, parce que c'est très important, des femmes politiques. RNUA, ce n'est pas un parti de femmes. C'est un parti dirigé par une femme et ça c'est important puisque les femmes on doit les encourager à faire de la politique. Donc quand une femme décide de créer un parti politique, c'est un événement. Mariam Wanli a d'abord été la première à créer son parti Parena et après j'ai été pratiquement la deuxième à le faire. Il y a d'autres également qui ont créé leur parti politique et ça c'est bien. Il faudrait que les femmes prennent la décision d'aller jusqu'au bout pour changer les projets de société sénégalaise. Donc, Réconciliation nationale pour l'unité africaine. J'ai décidé de créer ce parti il y a très très longtemps. Et là, je suis toute fière de diriger un parti politique au Sénégal. J'espère que les hommes ont leur place dans ce parti. Un parti politique pas seulement réservé aux femmes, mais réservé aux hommes. Je pose cette question, c'est un peu provocateur parce que vous m'avez l'air d'être une féministe. Mais non, donc RNUA est dirigé par une femme. Et, vous êtes féministe? Plus tard, non, je suis une femme. Ndella Madior, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas un homme, c'est une femme. Et une femme, une citoyenne du monde. Une citoyenne du monde qui, après avoir fait la médecine, n'a pas hésité de faire autre chose, la communication et la politique maintenant. Et tout ça, c'est tellement intéressant, tellement passionnant. Et je n'ai même pas le temps de m'ennuyer. J'ai pas le temps de m'ennuyer. J'adore la communication, j'adore la politique.
Et quand je me réveille tous les jours en train d'animer, de préparer mon émission Mandela Show, et que j'essaie de lire les titres des journaux, ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup. Mandela Show, ça s'appelle. Mandela Show, on pense immédiatement, automatiquement à Nelson Mandela. À qui nous rendons hommage. À qui je rends hommage. J'ai beaucoup suivi Nelson Mandela, depuis très longtemps. Il nous a quittés le 5 décembre. Il a été enterré le 15 décembre. Ça m'a beaucoup attristé. Ça a attristé tout le peuple, tout le monde entier. Hein. Mandela est un exemple. Hein, donc je profite de votre émission pour adresser mes condoléances à toute la famille Mandela. D'ailleurs, je prépare un voyage pour aller voir Winnie Mandela et toute sa famille. Je me considère comme faisant partie de la famille de Mandela. Je ne sais pas pourquoi. Donc, d'ailleurs, je porte le même nom que Mandela. Donc, je m'appelle Ndella. Donc, mon émission Mandela Show, c'est Mandela Show en Wolof. Voilà, donc c'est comme ça. Et finalement, je peux dire comment on laisse mon papa là. Wow. La SCS s'associe à vous pour rendre hommage à cet grand homme politique, à ce grand homme tout court de culture qui est Nelson Mandela, qui nous a quittés malheureusement, mais ses faits et gestes demeurent. Oui, j'en profite pour également lancer un message à toute la classe politique de s'inspirer de l'exemple de Mandela. Mandela est parti. Avant de partir, il a fait un parcours exceptionnel, un parcours politique où il s'est battu pour la liberté d'expression de la race noire des Africains, Sud-Africains. Donc il s'est battu également pour que les Africains aient une liberté de circulation, donc dans la tête et dans la circulation. Donc on n'a pas encore arrivé à régler ce passeport africain pour permettre aux Africains de circuler librement, en Afrique d'abord et après partout dans le monde. Et ça, c'est tellement important. Après, malgré les privations, malgré beaucoup de problèmes, il a réussi à garder le sourire, à se réconcilier les peuples. Donc ce qu'il a réussi à faire durant son vivant, il l'a également réussi à faire avant d'être enterré. Et on a vu les États-Unis serrer la main du Cuba, on a vu Sarkozy avec Hollande, c'est dommage qu'on n'ait pas vu Macky Sall avec Abdoulaye Wade. Donc on a vu énormément de réconciliation et c'est des signes tellement importants. Actuellement, le Sénégal est tellement mouvementé, il y a des clans par-ci, par-là, donc les gens doivent se ressaisir et penser à se réconcilier. C'est pas pour rien que j'ai créé un parti. Le nom s'appelle Réconciliation nationale pour l'unité africaine. Avant de parler d'unité africaine, essayons de nous réconcilier, chacun dans nos pays africains. L'Afrique doit se réconcilier à elle-même. Les Sénégalais doivent se réconcilier. Donc les Ivoiriens doivent se réconcilier avant de penser à réconcilier l'Afrique tout entière. Donc ces États-Unis d'Afrique, on peut réussir à le concrétiser une fois cette première étape réglée, c'est-à-dire réconcilier les cœurs pour développer les pays africains. Ndella, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes chef d'entreprise et qui parle de chef d'entreprise parle de pourvoyeur d'emploi. Et aujourd'hui, le chef de l'État a pris une décision qui me semble importante, c'est de regrouper toutes ces agences pour l'emploi des jeunes en une seule entité. Comment avez-vous accueilli cette décision? Avec joie. Donc, il devait d'ailleurs le faire depuis très longtemps. Il a même pris beaucoup de retard à le faire puisqu'il est là depuis 2 ans. Et une fois, quand il a été élu en 2012, le président a pris la décision de supprimer bon nombre d'agences. Donc, ces agences qu'il vient de supprimer, il y en a 3. Donc, cette décision, il devait les prendre dès donc mars 2012. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, une seule entité. Une entité qui s'occupe de l'emploi des jeunes, qui est une demande sociale. Les Sénégalais veulent de l'emploi, mais bon, avant d'avoir prétendre en emploi, il faut avoir une qualification professionnelle. Les Sénégalais, beaucoup d'entre eux demandent de l'emploi sans avoir une qualification professionnelle. Donc l'agence qu'il a décidé de créer, qui va regrouper ces différentes agences qui existaient, je pense qu'il a prévu de développer la notion, le volet formatif.
parce qu'il faut d'abord former. On ne peut pas donner de l'emploi si on ne forme pas les jeunes. Et les jeunes ne sont pas formés au Sénégal. Il faut qu'on les forme. Et la formation ne se limite pas à un parcours universitaire, du préscolaire à l'université, non. Donc la formation professionnelle. On veut des maçons bien formés, on veut des infirmiers bien formés, on veut des menuisiers bien formés, on veut des pêcheurs bien formés. Tous les secteurs, ça nécessite de la formation. Hein? Donc s'ils réussissent à régler ce problème de formation, après le reste, ça va venir tout seul. Et puis avec un coaching, de création d'emplois. Donc ces enfants formés pourront être formés à créer des entreprises. L'APEX est là pour aider à monter une entreprise, à exonérer les taxes douanières et tout. Donc on attend de cette agence nouvellement créée, outre la formation, mais l'accompagnement. Il faut qu'on accompagne ceux qui créent l'emploi. Bon nombre de Sénégalais font des économies de 10 à 20 millions, créent leur petite entreprise et 2 ans ou 3 ans après tombent parce que tout simplement on ne les a pas suffisamment accompagnés. L'État doit accompagner les créateurs d'emplois. Moi, je créais de l'emploi, je me suis battue toute seule pour créer énormément d'entreprises depuis 98 dans le domaine de la téléphonie, dans le domaine de la radiocommunication. Ça, c'est tellement important. Et à un certain moment donné, il y a eu des difficultés. Je me suis relevée toute seule en faisant des économies, en me battant pour recréer une structure. Pourtant, il devait y avoir au Sénégal des sociétés, des agences qui accompagnent correctement ceux qui ont pris le risque de créer des emplois. Parce que dans la vie, on peut dire, écoute, on part à l'école et après on se forme, après on crée son emploi à soi et on peut se limiter à ça, à ce stade. Par contre, il y a des catégories de personnes qui sont passionnées de création d'emplois, qui pensent à créer 1000, 2000, 3000, 4000 emplois dans une société, qui pensent à créer des sociétés qui vont durer des siècles. Hein, c'est ce qu'on voit en Europe, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est bien possible ici, mais à condition que l'État accompagne. J'insiste sur cette notion d'accompagnement, de centres qui accompagnent ces créateurs d'emplois pour qu'il n'y ait plus des problèmes d'électricité à payer, pour qu'il n'y ait plus des problèmes d'eau, des problèmes de loyer. Donc une grande réflexion doit être menée autour de cette agence que vient de créer le chef de l'État pour régler la demande sociale en matière de création d'emplois. Vous restez toujours avec cette nouvelle agence peut-être qui va être créée pour regrouper toutes ces agences. Mais le problème qu'on a vu et constaté durant tous les régimes qui se sont succédés, c'est qu'il y a une politisation de la création d'emplois. C'est-à-dire que toutes les agences, toutes les structures qui ont été créées censées donc booster la création d'emplois, souvent c'est tiré vers le bas parce que il y a la politisation, il y a le militantisme et il y a le clientélisme politique. C'est dommage, il faut mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. On ne peut pas prendre une personne, un menuisier, et lui confier la direction d'une agence de création d'emplois alors que cette personne n'est pas qualifiée. Hein, ce n'est pas parce qu'il dirige une base politique à Fatick ou bien à Tambacounda qu'on va lui donner une agence de création d'emplois. Mais ça se mérite. Il faut d'abord avoir une qualification professionnelle. Le président Macky Sall a énormément de chance. Quand je dis qu'il a énormément de chance, il a été élu par les jeunes. Ce n'est pas Benno Bokk Yakaar qui a mis le président Macky Sall au pouvoir. Il le sait et Benno Bokk Yakaar le sait. Donc c'est la jeunesse qui s'est levée pour une rupture. Hein? Donc quand on a mis au pouvoir le président Macky Sall, c'était pour créer carrément une rupture totale. Si vous dites oui, ça veut dire que vous n'êtes pas convaincu que la rupture elle soit en marche. Bon, donc c'est pas pour rien qu'il ait supprimé 3 agences pour en faire une agence pour régler le problème de l'emploi, parce qu'il sait pertinemment que ça ne marchait pas à un certain moment donné. Hein? Donc, je pense qu'il a pris la décision de ne plus politiser certains postes. Des postes qui règlent des questions vitales. L'emploi, c'est un problème vital au Sénégal. Hein? Donc, on ne peut pas confier une agence d'emploi à des personnes qui n'ont pas une préoccupation de vouloir régler le problème de l'emploi immédiatement en passant par la formation.
On ne pourra jamais régler le problème de l'emploi sans régler le problème de la formation. J'insiste sur ça. Comment on peut, est-ce qu'on peut prendre quelqu'un et lui donner un bloc opératoire pour qu'il opère? Non. Il faudrait faire une formation médicale et chirurgicale pour prétendre à travailler dans un bloc opératoire. Hein? C'est pas pour rien qu'on fait 7 ans de médecine après 4 ans de formation chirurgicale pour opérer un malade. Hein? Les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Maintenant, s'il prend la décision en 2013, fin 2013, de remettre les choses, de remettre de l'ordre un peu partout, c'est parce que, il faut le reconnaître, qu'il y a eu des failles, qu'il y a eu des gâchis, qu'il y a eu une politisation des postes et une sonnette d'alarme. Il faut régler le problème de l'emploi et de la formation des jeunes. Sur la réduction du train de vie de l'État, qui est un problème récurrent et qui n'a jamais été résolu, le chef de l'État, le président Macky Sall, a pris une décision aussi importante. C'est quoi? C'est-à-dire de diminuer le train de vie de l'État. Par exemple, on ne paie plus, l'État ne va plus payer disons, les loyers des fonctionnaires. L'État va diminuer la facture téléphonique. Que pensez-vous de ces décisions? Une excellente chose. À y voir de près, avec le recul, je faisais partie des personnes qui critiquaient le président de la République quand il est resté pratiquement plusieurs mois avant d'occuper le palais présidentiel. Il avait occupé son logement personnel en tant que chef d'État. Ça fait, je pense, avait fait à l'époque une économie à l'État, puisque un logement présidentiel coûte très cher à l'État. Il pense, actuellement, il a décidé de supprimer les conventions, donc sur les maisons. Le logement conventionné. Le logement conventionnel pour les fonctionnaires, c'est une excellente chose. Bon, d'ailleurs, il va même rendre service aux fonctionnaires. Tu peux même voir un fonctionnaire qui a eu un logement de fonction durant toute sa vie. Et une fois pris la retraite, il ne peut même pas avoir une maison digne de son rang. Maintenant, avec cette décision, je pense qu'il a décidé de donner une indemnité de logement au ministre à partir de juin 2014, à tous les fonctionnaires qui avaient droit à un logement, aux médecins, aux sages-femmes, infirmiers qui doivent avoir leur logement à côté des hôpitaux. C'est une excellente chose. Excellente chose. Ça permettra de faire une réduction importante. On voyait carrément des ministres occuper des logements d'une valeur de 5 millions par mois ici aux Almadies, alors qu'ils n'avaient même pas ce salaire mensuel. Hein, on a vu des magistrats, des personnes qui ont occupé des logements d'une valeur de 800 000 à 2 millions, alors qu'ils n'avaient même pas ce salaire. Donc, en prenant la décision d'arrêter carrément de loger les fonctionnaires, non seulement il va leur rendre service, mais ça va créer une économie importante. Et cet argent peut être orienté vers la demande sociale. Il y a tellement de problèmes à régler. Maintenant, il y a la facture téléphonique aussi. Vous venez de parler de la facture téléphonique. Ça, maintenant, c'est le comble. Le président Abdoulaye Wade, avant de partir, nous a laissé un intranet gouvernemental. L'intranet gouvernemental, c'est de communiquer gratuitement en utilisant le réseau des ordinateurs. Donc, une communication gratuite. Aujourd'hui, le Sénégal dispose d'une communication gratuite. Ça veut dire tous les fonctionnaires, pour travailler, peuvent communiquer gratuitement entre eux en utilisant l'ordinateur, en utilisant l'intranet gouvernement. Des milliards ont été dépensés. On veut regarder ce cadeau sans l'utiliser. Mais en prenant la décision de réduire les consommations téléphoniques qui ne font qu'enrichir la France Télécom. Et c'est les 3 opérateurs qui sont connus de tous les Sénégalais qui sont là et qui s'enrichissent pas sur le dos des Sénégalais, mais qui envoient des factures extrêmement salées à l'État. Donc, s'il prend la décision de réduire, de gescompter les factures téléphoniques des fonctionnaires, c'est une très bonne chose. Donc, mais est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans le misérabilisme? Mais non. Donc, bon, dans la mesure où certaines lignes ont été utilisées pour des raisons politiques. Donc, certains secrétariats de ministres, c'était comme des permanences de partis politiques. Donc, voilà. Donc, il faut mettre de l'ordre un peu partout. Moi je suis pour une réduction drastique de la consommation téléphonique et une utilisation raisonnable de la téléphonie. Parce que parfois, il y a des voies téléphoniques qu'on est obligé de prendre.
sans passer par l'ordinateur. Donc, parfois, on peut s'en priver. On s'en prive via Internet, via Skype, via Viber, l'intranet gouvernemental. Il faudrait qu'on apprenne d'abord aux fonctionnaires d'utiliser l'intranet gouvernemental. Et ça, bon, c'est des séminaires à faire de formation pour réduire la consommation téléphonique de l'État. Merci Ndella. Nous n'avons pas encore fini notre visite de vos locaux. On est ici à la radio, mais je pense qu'on peut aller visiter la télé aussi, voilà, le projet de télé. On va aller visiter le projet de télé. Après, une prochaine fois, je vais vous amener à Saly, à Touba, à Kolda, puisqu'on est en train d'élargir le réseau de Saphir et de Santé FM. Voilà, Ndella, on est ici dans un de vos studios de télé, j'allais dire Futur Télé. Oui, bon, c'est une logique. Hein. Donc, on est effectivement dans Saphir TV, une télévision qu'on est en train de monter tranquillement après avoir mis en place Saphir FM depuis 2009. Après, il y avait Radio Touba International, Radio Porokhane, Maria, beaucoup de radios. Donc, la télévision, c'est une suite logique. Donc, ici à Sacré-Cœur 3, plus précisément à l'immeuble Saphir, effectivement, on est en train de monter notre propre télévision. Parlons un peu des prochaines élections locales qui ont été décalées jusqu'au mois 29 juin 2014 et le mandat des élus locaux a également été prorogé jusqu'à cette date. Que pensez-vous de cette décision? Bon, le président a dit qu'il n'a pas reporté, qu'il a décalé. Effectivement, 3 mois, c'est un décalage, mais pas un report. Et c'est dommage qu'il ait pris cette décision de décaler, puisqu'on parle actuellement de l'acte 3 de la décentralisation. Je me demande pourquoi il a peur de reporter correctement. Il faut qu'il prenne le temps. Vous êtes pour le report, carrément? Oui, pour le report, puisqu'il faudrait que le président Macky Sall prenne le temps d'organiser correctement les élections. Il nous a fait ce coup lors des élections législatives passées. J'étais tête de liste parmi les 24 têtes de liste. On n'a pas eu le temps d'organiser ces élections. Il venait d'être élu, il avait la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, de reporter correctement les élections législatives de 2012. Il pouvait le faire 6 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an même après l'élection présidentielle, mais il avait choisi de faire un report seulement un décalage de 15 jours. Et puis les conséquences, tout le monde le sait. Donc on a organisé sans être prêts, nous les 24, des élections législatives le 1er juillet 2012 passé. Et une véritable catastrophe. Hein. Donc, des Benno Bokk Yakaar en est sorti avec 119 députés. Donc, les autres, moi, on m'a privé de mon poste, puisqu'en principe, je devais avoir mon poste avec 8104 voix. Et comment? Écoute, je suis la seule femme tête de liste. C'est pas une raison, madame. Je suis la seule femme tête de liste avec 8107 voix. Vous imaginez ce que ça veut dire 8107 voix? Donc, Imam Mbaye Ndiaye. Vous n'avez pas atteint le quorum. Imam Mbaye Ndiaye avait 6000 voix et il était à l'Assemblée nationale. Moi, avec 8107 voix, quelque part, dans Dakar, un groupe a décidé que Ndella ne passera pas à l'Assemblée nationale. Alors que, logiquement, quand on parle de parité absolue, donc on devait appliquer la parité au niveau du... Vous êtes pour le plus fort reste? Je suis pas pour le plus fort reste. J'étais avec les 8107 voix, j'étais dans le plus fort reste. Et puis, on devait appliquer la parité au plus fort reste pour permettre à la seule femme tête de liste d'être à l'Assemblée nationale. Donc, certains m'ont suivi, d'autres ne m'ont pas suivi. Donc, là... C'est pas parce que vous êtes la seule femme tête de liste que vous méritez d'aller à l'Assemblée nationale. Bon, écoute, quand on parle de parité, c'était la première fois qu'on était en train de mettre une parité dans une élection élective, dans une élection. Donc, Ndella Madior Diouf, tête de liste du parti Taxawu Askan Wi, PTAW, PETAW, les gens pensent que c'est les Corées, mais c'est le parti Taxawu Askan Wi dirigé par une autre personne, hein, donc avait mérité d'être à l'Assemblée. C'est derrière nous. C'est derrière nous, mais c'est dans l'histoire. Personne ne peut oublier qu'il était une fois une seule femme tête de liste était parmi les 24 candidats en liste lors des élections législatives de 2012 et on a décidé qu'elle n'ira pas siéger à l'Assemblée nationale parce que c'est une décision qui a été prise. Puisqu'on regarde le faible taux de participation, très faible, et quand on regarde les recours introduits au Conseil constitutionnel,
constitutionnel. Moi-même, j'ai été la première à introduire un recours. Benno Bokk Yakaar a été le second à introduire un recours en parlant d'irrégularité, de bourrage d'urnes. Les rapports sont là. Et c'est à cause de ces irrégularités qu'on a assisté à ce quotient électoral de 32 000 voix, ce qui n'a jamais existé durant toute l'histoire politique du Sénégal. 32 000 voix pour avoir un poste de député. Donc c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Tout ça parce qu'on n'a pas eu le temps de préparer correctement ces élections législatives. On a passé presque 5 jours au ministère de l'Intérieur pour pouvoir déposer nos listes. Même Benno Bokk Yakaar, le jour même, n'était pas prêt pour déposer toutes les listes, donc pour les listes donc proportionnelles et départementales. Quelque part, j'ai l'impression qu'il s'est fixé un objectif de respecter le calendrier républicain, électoral, mais pourquoi? Quand on n'est pas prêt, mais il faut prendre le temps d'organiser. Qui n'est pas prêt? Quand le peuple n'est pas prêt. Qui n'est pas prêt? C'est pas les Sénégalais qui l'ont dit. Une élection. Peut-être les partis politiques, les hommes politiques ne sont pas prêts. Les partis politiques n'étaient pas prêts. Le ministère de l'Intérieur également n'était pas prêt pour organiser des élections législatives immédiatement après une présidentielle très compliquée, où il y a eu 2 tours. Ça coûte cher d'organiser une élection. Vous imaginez, l'État a dépensé 120 millions pour Ndella Diouf, pour des affiches de Ndella, et les bulletins de vote. C'est de l'argent. 120 millions multipliés par 24. C'est beaucoup de milliards. Et ça, qui a gagné cet argent? Mais ce sont les imprimeries. Certains ont même gagné 4 candidats, 9 candidats. Donc, il y a tellement de choses inadmissibles qui existent autour de l'organisation des élections. Et donc, ça mérite de prendre le temps d'organiser correctement pendant qu'on parle de l'acte 3 de la décentralisation. Franchement, tous les Sénégalais ne savent même pas de quoi ça parle. Donc, on doit prendre le temps d'expliquer au peuple comment, qu'est-ce que ça veut dire l'acte 3 de la décentralisation, quelles sont les conséquences, comment préparer les listes, où il y aura également la parité. Donc, il doit prendre le temps. Il a déjà pris la décision de décaler. L'idéal, c'était d'organiser des élections en 2015. Prendre le temps. Prendre le temps. J'ai suivi vos émissions, j'ai discuté avec beaucoup d'hommes politiques qui ont parlé qui ont sur la même longueur d'onde que moi, qu'il faut reporter correctement l'élection législative. Et moi, je suis allée les élections locales. Les élections locales. Je suis allée encore beaucoup plus loin en parlant de dissolution même d'Assemblée nationale pour pouvoir coupler les élections législatives anticipées aux locales reportées. Et ça va faire une économie et ça va mieux préparer les différents partis politiques et les coalitions à préparer leur liste, à identifier des personnes leaders pour aller en compétition. Vous parlez de dissolution de l'Assemblée nationale. Bon, ce n'est possible qu'après 2 ans, mais quelle est la raison qui pourrait motiver cette dissolution? Amadou, moi j'ai été la seule femme tête de liste, donc j'ai participé correctement aux élections législatives et on m'a rien raconté, j'ai vécu carrément l'organisation des élections, donc ça s'est extrêmement mal passé, donc nous tous on n'était pas prêts. Vous évoquez l'irrégularité. Il y a eu beaucoup d'irrégularités, il y a eu un faible taux de participation, le code électoral a laissé tout passer, donc rien n'a été prévu dans le code pour empêcher ou annuler un scrutin en cas de faible taux de participation. Donc, malgré le faible taux de participation, toutes les caméras du Sénégal, du monde, ont vu les cours des écoles complètement vides. Comparé à ce qui s'est passé lors du premier tour et du second tour, les gens ne se sont pas déplacés pour aller voter lors des législatives de 2012. Donc, il fallait annuler le scrutin. Mais ce n'était pas prévu dans le code électoral. Donc, tout est passé comme lettre à la poste. Bon, il y a eu cette histoire de refus d'application de la parité au plus fort. C'est pas seulement Ndella. Ça, il fallait que toutes les femmes devaient se battre pour l'application de la parité au plus fort. Parce que si on ne l'applique pas au plus fort, on ne va pas l'appliquer au niveau du bureau. C'est ce qui s'est passé récemment. Pour le cas de Aïda Mbouch, on l'a entendu parler. Bureau de l'Assemblée, vous voulez dire? Au bureau de l'Assemblée nationale, puisque la parité également n'a pas été appliquée correctement. Voilà. Donc, ces motifs également, Réumi n'est plus de Benno Bokk Yakaar. Les gens quittent Benno Bokk Yakaar. Et Benno Bokk Yakaar était la coalition en compétition avec les 23 autres lors des élections législatives.
tu es un parti politique, tu fais partie d'une coalition, tu fais plus partie d'une coalition et tu maintiens ton poste de député. Il y a tellement de choses qui se passent. Et pourtant, c'est pas prévu. C'est des choses, vous voulez dire, à changer. Parce que la coalition de partis, ce n'est pas le parti politique. Donc, quand un député démissionne de son parti en couche de législature, il est automatiquement déchu. Oui. Mais quand il démissionne d'une coalition, la règle ne s'applique pas. Voilà, donc c'est des choses à revoir. Donc Amadou Makhtar Mbow est chargé de changer, d'apporter des réformes des institutions. Donc on attend pour qu'il apporte beaucoup de modifications parce qu'il y a tellement de choses qui sont absurdes entre guillemets. Hein. Donc une personne qui sort d'une coalition doit automatiquement perdre son mandat de député. Mais pour l'instant, tel n'est pas le cas. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de la cherté, du coût de l'organisation des élections. Est-ce à dire que vous n'êtes pas d'accord pour l'organisation, vous n'êtes pas pour l'organisation d'un référendum concernant le mandat du président de la République? Je suis d'accord pour l'organisation d'un référendum, ça doit pas... C'est une élection de plus. C'est une élection de plus, mais on peut faire, bon, cette fois-ci, ce sera oui ou non. Donc, il n'y aura pas beaucoup de bulletins. Par contre, si c'est 24 candidats, c'est 24 en liste à créer. Donc, ça va enrichir certaines personnes, bien sûr, qui vont gagner les marchés, mais ça coûte excessivement cher. Pourquoi pas un bulletin unique? Hein, il y a tellement de choses à apporter. J'ai participé à une élection, j'ai vu beaucoup de désordre, les gens gaspillent énormément d'argent. Hein, donc, prenons le temps d'organiser les choses. Vous êtes pour le référendum concernant le mandat présidentiel et non pour la voie, disons, parlementaire. Par voie parlementaire, bon, donc il y a deux possibilités. Soit c'est par voie parlementaire, certains disent que c'est pratiquement illégal, ou bien l'unique voie républicaine, c'est la par voie référendaire. Donc il faudrait qu'on organise un référendum, oui ou non, pour un mandat de 5 ans ou 7 ans. Ça, c'est au peuple d'en décider. C'est pas au président Macky Sall de dire, écoute, le mandat sera 5 ans ou pas. Par contre, il peut dire, je vais démissionner 5 ans après. Au bout des 5 ans. Voilà, ça, il peut le dire. Et on organise une présidentielle anticipée. Ça sera, quand le président dit je vais faire 5 ans, il dit qu'il organise une présidentielle anticipée. C'est ça la signification. Et là, c'est une conséquence extrêmement... C'est une conséquence. Ça fait du président de l'Assemblée nationale, le futur président de la République en cas de démission. Puisque il y a Cicelo qui dit qu'ils vont bloquer carrément... donc, si jamais ils veulent utiliser la voie parlementaire, que la loi ne passera pas, qu'on va pas réduire le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Hein? Donc, ça va chauffer, ça va beaucoup chauffer. Donc, si l'Assemblée nationale décide de ne pas réduire et que le président décide de réduire, ça veut dire qu'il démissionne, automatiquement, il va perdre son poste et il sera remplacé par le président de l'Assemblée nationale. Dans 2 ans, on ne saura pas qui sera. Bon, après, on va organiser des élections, donc 3 mois ou 6 mois après. On va parler de tout à fait autre chose, c'est la bourse de sécurité familiale où la femme est au cœur de ce dispositif, c'est-à-dire que les sous seront gérés par les femmes. Vous êtes une femme, que pensez-vous de cette responsabilisation de la femme? Pendant qu'on parle de parité, donc c'est tout à fait normal qu'on essaie de responsabiliser les femmes. Donc déjà la parité crée beaucoup de postes disponibles pour les femmes. Donc ça favorise la scolarisation des filles. Hein, donc maintenant, il y a plus de 50 postes disponibles à l'Assemblée nationale pour les femmes. Au niveau du Sénat également, c'est des postes électifs. Donc au niveau de tous les postes électifs... Restons dans le foyer. On avait quitté l'Assemblée. Restons dans le foyer avec le rôle de la femme. La maman a l'obligation maintenant d'amener son enfant à l'école pour scolariser sa fille, et puis sa fille pour faire un bon parcours, parce qu'au bout de ce parcours, il y aura énormément de postes à sa disposition. Hein, donc, responsabiliser les femmes dans ces bourses familiales et dans autre chose, c'est une très 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 bonne chose, puisque les femmes, en réalité, c'est elles qui gèrent les foyers. Il y a aussi la couverture maladie universelle qui prend en charge les enfants, les femmes aussi, hein, donc peut-être plus tard. C'est important parce que c'est des maillons souvent très faibles de la société. Que pensez-vous de cette initiative? Moi, je pense qu'on est en 2014, hein, donc on est en 2013. On va en 2014 puisqu'on est au mois de décembre.
En étant médecin, il ne faudrait pas qu'on trompe les Sénégalais. On est là actuellement, aujourd'hui, si vous allez à l'hôpital Aristide de Dantec, si vous n'avez pas de l'argent, on va pas vous soigner. On parle beaucoup de couverture médicale universelle. Mais Vous n'y croyez pas? Écoute, c'est une chose qu'on peut bien faire, qu'on peut bien réussir. Est-ce que l'État a le budget? Il faudrait que l'État a les moyens? L'État doit mettre suffisamment d'argent. L'État doit mettre suffisamment d'argent au niveau des structures hospitalières. L'État doit mettre suffisamment d'argent dans le budget du ministère de la Santé pour faire face à cette demande médicale, à cette demande de soins. Les Sénégalais souffrent médicalement. Quand tu n'as pas d'argent, on ne te soigne pas. Les hôpitaux sont malades, quand les hôpitaux ne soignent même pas, bon, soignent, mais il faut avoir de l'argent pour payer l'ordonnance. Alors, il n'y a pas une santé pour tous. C'est ça qui m'a poussé à faire de la politique. C'est ça qui m'a poussé à faire de la politique. C'est pour changer des décisions, pour prendre les décisions qu'il faut. Donc, la santé pour tous, pour tout le monde. Mais actuellement, en 2013, il faut de l'argent pour se soigner. Combien de Sénégalais sont morts dans la dignité, sont restés chez eux parce qu'ils n'avaient même pas le transport pour aller à l'hôpital? Quand vous appelez le 18 ne va pas transporter le malade. Eux, ils transportent seulement les blessés de circulation, bien les morts. Hein? Il y a tellement de choses à régler. Là, actuellement, le ministre de la Santé, c'est une femme médecin. Hein? On devait lui donner suffisamment de moyens pour faire face à ces urgences médicales et chirurgicales. Les Sénégalais meurent chez eux. C'est ça la réalité. Et le président de la République doit être suffisamment informé pour qu'il renforce, pour qu'il applique, pour qu'il puisse mettre en œuvre cette couverture médicale universelle, qui est une bonne chose. Mais pour l'instant, les Sénégalais ne le sentent pas, c'est ça la réalité. Mais on a vu l'ardoise que le plan Sésame a laissé aux hôpitaux. Oui, mais bon, tout ça, c'est des financements à chercher. L'État doit... il y a tellement d'argent gaspillé dans les autres agences. Il y a tellement d'argent gaspillé ailleurs. On voit beaucoup de gaspillage un peu partout. Vous êtes pour l'État-providence? Écoutez, donc l'État doit appuyer le ministère de la Santé, l'État doit appuyer les organisations médicales privées, c'est-à-dire les cabinets, les postes de santé doivent être équipés correctement, la formation des médecins et des paramédicaux doit être renforcée pour un bon personnel paramédical et médical. Hein, donc c'est ce qui manque actuellement. Donc prenons ce problème à fond, réglons ce problème pour permettre une meilleure santé des populations, parce que les Sénégalais en ont bien besoin. Couverture médicale universelle, d'accord, mais avec un financement à côté pour que quand vous amenez un malade à l'hôpital, qu'on le soigne. Le problème maintenant de coût qu'il va payer, qu'on le règle après avoir traité le malade en urgence. Tel n'est pas le cas pour l'instant. Windella, on va finir avec cette actualité tragique. Le Sénégal a perdu 2 soldats au Mali, à Kidal, et 2 soldats aussi au Soudan, dans le cadre d'une mission des Nations Unies. Votre impression, votre réaction? Bon, c'est le prix à payer quand on décide de participer au maintien de la paix un peu partout en Afrique. Les Africains doivent se battre pour qu'il y ait une paix en Afrique. Donc, le président Macky Sall a décidé d'envoyer des militaires sénégalais, un peu partout, dans les foyers de tension africaine. Donc c'est normal qu'on soit représenté partout dans les foyers de tension pour maintenir la paix. Maintenant, les prix à payer, il y a des risques, hein. Donc la France vient de perdre deux militaires, hein. Donc là-bas en Centrafrique. Donc le Sénégal a perdu 2. J'en profite pour présenter mes condoléances aux familles éplorées, mais c'est le prix. C'est dommage, c'est le prix à payer quand on décide d'aller en guerre. Ndella Madior Diouf, la LCS vous remercie. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de participer à votre émission Derrière le miroir, qui a permis aux Sénégalais aujourd'hui de découvrir une nouvelle facette de Ndella Madior, qui est une femme de développement. Chers téléspectateurs, à vous également, merci d'avoir suivi ce numéro de Derrière le miroir. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. Mais en attendant, vous pouvez nous envoyer vos suggestions, vos réactions à l'adresse mail et Facebook qui s'affiche au bas de l'écran. Suivez également votre chaîne de télévision, la LCS, la chaîne sénégalaise, la chaîne Passionnément, la télé Passionnément, la chaîne la plus proche des Sénégalais. À bientôt.